Le golfe Persique et les eaux environnantes sont des passages essentiels pour le commerce international de biens et d'énergie. Le maintien de la sécurité et de la stabilité dans cette région est dans l'intérêt commun de la communauté internationale. La Chine appelle la communauté alors à redoubler d'efforts pour promouvoir la désescalade du conflit et empêcher l'instabilité régionale d'avoir un impact plus important sur le développement économique mondial. Didier Djadi, vous voyez les Iraniens prendre ce risque ? Le régime iranien se trouve dans l'impasse. Le pétrole qui sort effectivement de ce détroit d'Ormuz dans le golfe Persique, eh bien, c'est à la fois le pétrole iranien, entre 1,5 million à 2 millions estimés, mais également il y a le pétrole de tous les pays arabes, disons, dans le golfe Persique. C'est-à-dire autour, disons, du golfe Persique, il y a 8 pays, en fait, là. Et donc, les autres pays seront absolument sanctionnés s'il y a une action de la part du régime. Et par conséquent, cela mobilise également les Américains, car les Américains, ils ne vont pas rester silencieux à ce niveau-là. Donc, je pense que le régime iranien, pour sa survie, du point de vue de sa rente pétrolière, il est obligé de laisser passer donc tous les navires, mais en même temps, ce régime-là, c'est un régime fanatique, si vous voulez. Et que le fanatisme, vous voyez, ils sont capables d'organiser des actions suicides également là, puisque c'est un régime en situation d'effondrement. Exactement. Et l'effondrement, eh bien, il les pousse à faire n'importe quoi également. Un régime acculé est d'autant plus dangereux, non ? Oui, en même temps, je lisais une tribune de quelqu'un qu'on connaît bien à LCI, Bertrand Badi, et qui disait qu'il se demandait si la stratégie américaine ne consistait pas à avoir une politique pour favoriser la prolifération d'États effondrés. Ce sont les termes qu'il utilise. Donc, ça rentrerait dans le cadre. On sait bien que le régime iranien est affaibli. On ne sait pas à quel point, on ne sait pas exactement comment. En tout cas, je laisse la responsabilité d'évaluer le degré d'effondrement du régime à ceux qui savent. Mais il y a un risque pour les États-Unis, d'abord d'être engagés dans une guerre plus importante. Or, on le sait, la base électorale de Donald Trump, qui pour l'instant, je lisais j'écoutais des commentaires d'électeurs de Trump, lui laisse d'une certaine manière le bénéfice du doute. Il y a un côté, le chef a décidé, donc le chef a raison, jusqu'à ce qu'on me prouve qu'il est tort. Donc, pour l'instant, il y a une forme d'attentisme dans cet électorat, mais il y a aussi une crainte de voir les États-Unis s'engager dans une nouvelle guerre, alors qu'évidemment, tout le monde le sait, je vais le répéter encore une fois, Donald Trump avait promis qu'on évaluerait son succès aux guerres qu'il n'engagerait pas. Je vous rappelle que l'opération en Irak menée par George W. Bush, quand elle a débuté, il y avait 70% d'opinions favorables. Ça n'a pas exactement conclu, ça ne s'est pas exactement conclu par quelque chose de très populaire pour George W. Bush. Donald Trump doit bien aussi avoir cela en tête. Il y a beaucoup d'éléments qui bougent et qui peuvent déterminer le cours de cette guerre. Que ce soit, en tout cas, si on observe l'aspect militaire, le déploiement américain aujourd'hui dans la région est cohérent avec des options limitées, et pas du tout avec une escalade du conflit. Le déploiement des forces américaines est beaucoup plus cohérent avec le fait de se préparer à encaisser la riposte iranienne et ensuite à maintenir une posture d'appui à Israël et d'appui aux opérations israéliennes. On n'est pas du tout sur un déploiement qui laisse préfigurer des opérations militaires plus importantes contre l'Iran. Autrement dit, les États-Unis gardent des options ouvertes, mais ce sont des options limitées, c'est-à-dire rééditer éventuellement des frappes ponctuelles si ça devait être nécessaire, mais il n'y a pas, sur la base des déploiements en tout cas, de volonté américaine d'escalade dans cette guerre. Et côté iranien, j'ai le sentiment qu'on a beaucoup de gesticulations, d'une certaine manière. Bloquer Hormuz, c'est un petit peu leur absence de bouton nucléaire, c'est ce qui leur tient lieu d'eux. C'est-à-dire, c'est l'option 2, attention, retenez-moi ou je fais un malheur. Je ne sais pas forcément ce qu'ils feront à la fin. Il y a toute une partie de poker menteur qui se joue, à mon avis, en coulisses aussi. Oui, je suis d'accord. Si on regarde, ça correspond aussi en fait au caractère de Donald Trump. Et c'est un petit peu comme la frappe qui a éliminé Qassem Soleimani en Irak. Quelque chose de grandiose, très dramatique,
les Américains frappent, parce que c'est que les Américains qui peuvent le faire, on reste avec cela. Et ça rappelle aussi les deux échanges de tirs quand l'Iran a attaqué Israël d'abord en avril et après en octobre. Donc il y avait les Iraniens qui attaquaient, il y avait les Israéliens qui ripostaient. Et après, ça s'est arrêté. Donc, je pense que l'idée américaine était vraiment... Et là, on voit qu'ils ont frappé non seulement Fordo, mais les 3 sites pour vraiment faire une opération complète, soi-disant une opération qui vraiment vise d'arrêter les programmes nucléaires le plus possible, en espérant que ça sera assez dramatique, assez spectaculaire pour que les Iraniens disent « OK, on y reste avec cela ». Manifestement, ça n'a pas complètement marché parce qu'ils ont tout de suite, ça les a pris juste quelques heures, de riposter sur Israël. Et encore ce matin, encore 10 missiles balistiques sur Israël. On est loin de finir avec... On parlera de la riposte, donc éventuelle riposte iranienne sur les États-Unis avec ces cellules dormantes sur le sol américain dont nous parlait Laura. Pour être tout à fait franc, nous serons donc en direct avec notre équipe sur place à Washington. Il est un peu tôt encore là-bas. L'équipe n'est pas encore connectée. On ira dans une quinzaine de minutes. En attendant, on va partir en Russie parce que le ministre des Affaires étrangères iranien était reçu par le président russe Vladimir Poutine. Regardez donc cette délégation reçue au Kremlin par le chef du Kremlin et Vladimir Poutine, donc, qui a dénoncé l'agression israélienne sur le sol iranien. Notre position sur l'actualité est bien connue et a été clairement énoncée. Vous êtes également au courant de la position que nous avons prise au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'agression absolument provoquée contre l'Iran n'a aucun fondement ni aucune excuse. Nous entretenons de longue date de bonnes relations avec l'Iran. Pour notre part, nous faisons des efforts pour aider le peuple iranien. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. On essaye d'en savoir plus justement à Moscou. On va rejoindre notre correspondant Jérôme Garraud. Bonjour Jérôme, expliquez-nous comment s'est déroulé ce rendez-vous. Bonjour, alors on ne connaît pas encore le contenu total de ces discussions, mais d'entrée de jeu, Vladimir Poutine a déclaré que ces frappes menées sur l'Iran étaient, je cite, une agression non provoquée, sans fondement ni justification. Le président russe ajoute qu'il fait son possible pour aider le peuple iranien, et après c'est à peu près tout. On a simplement ces déclarations générales relativement floues, mais on voit que pour l'instant, la Russie, depuis le début de cette crise, reste simple spectatrice. Il n'y aura pas en tout cas d'assistance militaire. Les accords entre les deux pays ne le prévoient pas, et ça, c'est un point qui a été rappelé à de nombreuses reprises par le Kremlin. Le Kremlin qui précise également cet après-midi que cette réunion entre Vladimir Poutine et le ministre iranien des Affaires étrangères était prévue avant les bombardements américains. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est moins dans la réaction et dans l'urgence. Alors Vladimir Poutine va probablement proposer une solution diplomatique, comme il le fait depuis 10 jours, mais on voit que les contacts avec les Américains, avec les États-Unis sont relativement minces. Il n'y a pas d'appel prévu, par exemple, avec Donald Trump. Merci beaucoup Jérôme. Effectivement, c'est à peu près tout ce que dit Jérôme. C'est un soutien bien timide, non ? Oui, alors le soutien de la Russie à l'Iran a toujours été réservé. D'abord parce qu'à la demande des Iraniens eux-mêmes, dans les accords qui avaient été signés avec la Russie, il n'y a pas de volet militaire, donc il n'y a pas d'assistance militaire directe. Et puis parce que tout simplement, la Russie, elle est quand même concentrée sur ses propres enjeux, qui sont la guerre en Ukraine, où les Russes font en ce moment un énorme effort offensif, qui d'ailleurs met les Ukrainiens en difficulté. Profitant aussi du détournement de l'attention médiatique vers le Proche-Orient. Donc d'une certaine manière, même si Vladimir Poutine ne verrait pas d'un bon œil son allié iranien tomber, le fait que l'attention des Occidentaux soit détournée vers le Proche-Orient, objectivement, ça l'arrange. Donc ça explique peut-être le soutien un petit peu timide, effectivement, du Kremlin à l'Iran aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que l'Iran est totalement isolé, là, aujourd'hui ? Oui, parce que le seul pays sur lequel le régime iranien, pas l'Iran, le régime iranien s'appuyait, c'était la Russie. Et on voit ce qui s'est passé pour la Syrie, ça va se répéter également dans le cas iranien. Si le régime, il tombe... La Russie ne volera pas ce Ne vole pas, voilà. Ne veut pas, et donc, en fait, il lâche. Pourquoi ? Pour les raisons évoquées, son engagement, enfin, son agression... également les difficultés qu'il a justement pour pouvoir utiliser ces moyens-là. Mais quand même,
les quelques points que M. Poutine a évoqués, il a dit on va aider le peuple iranien. Non, c'est faux à 100%. Ce n'est pas le peuple iranien, c'est le régime iranien qui cherche à effectivement aider là. Ça, c'est un mensonge. Deuxième mensonge, il a dit que effectivement sans fondement. Bon, je ne rentre pas dans la logique des Israéliens qui disent que nous, en tant que pays, on était menacés tout le temps, mais néanmoins, il faut, quand on parle de cet aspect sans fondement, quand même, il faut au minimum regarder le rapport de l'agence qui accuse le régime iranien de ne pas respecter justement ses engagements dans le cadre, dans le domaine nucléaire. Et donc, où sont les 400 kilos de l'uranium enrichi? Où sont, et pourquoi le régime iranien a développé de l'uranium enrichi jusqu'à 60 degrés. Et tout cela, comme lui, il a toujours, M. Poutine a toujours menti par rapport à ses agressions, disons, en Ukraine, mais également concernant le régime iranien. Il est en train, disons, à la fois de mentir, mais en même temps, le régime iranien, vous voyez, ils sont allés voir, en fait. C'est un régime qui est en train de tomber, à mon avis. Parce que vous avez vu que le Kremlin tient à préciser, ce que nous racontait Jérôme Garraud, que cette visite était prévue de longue date, bien avant. Non, vous n'y croyez absolument pas. Est-ce que là, pour vous, là, cet homme, le ministre des Affaires étrangères iranien, était venu quémander de l'aide de son allié? Évidemment. Ouais. Ils sont en train de tomber, ils sont dans une situation de détresse. Que faire? Eh bien, les Américains et les Israéliens, ils continuent leur boulot et que donc la Chine veut garder la distance, ne veut pas s'impliquer. Ce qui les intéresse, c'est le commerce, etc. Et que donc la Russie ne peut pas s'engager dans ce conflit-là. Et que donc le régime iranien, véritablement aujourd'hui, vous avez posé la question, c'est complètement isolé. Dans le monde entier, c'est isolé là. Et donc, quel est le régime qui peut apporter son aide effectivement à ce régime-là? Vous n'en voyez pas beaucoup, ouais. On n'a pas. Voilà, il y a rien. Et d'ailleurs, les régimes qui sont plus ou moins, pour des raisons diverses, qui étaient considérés comme proches, un peu le régime irakien, ne veut pas. Non. C'est parce qu'il y a aussi le nationalisme irakien, et donc s'impliquer côté régime iranien. Et pour ce régime-là, c'est très, disons, c'est un mauvais choix. Ça fragilise davantage, en fait.